Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue à Altistoria, la chronique qui décrypte, met en lumière et dépoussière l'histoire locale. Alors, chers auditeurs, le territoire altigérien est riche d'une histoire locale. On le sait, il a façonné nos modes de vie, nos paysages, nos traditions même jusqu'à nos jours. Au fil des siècles, la société de Haute-Loire s'est construite avec les régimes politiques des pays, les religions, les guerres, mais aussi avec les us et coutumes paysans qui rythmaient la vie locale des villages. Certains personnages ont d'ailleurs marqué l'histoire de Haute-Loire. C'est le cas de Ponce de Chapteuil. Aujourd'hui, c'est une émission portrait. On va se pencher sur la vie de ce personnage, de ce seigneur médiéval du XIIIe siècle. Et pour nous en parler, nous avons aujourd'hui avec nous Florence Roche. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes enseignante, écrivaine, vous partagez votre temps entre votre famille, l'écriture de vos romans, la natation, mais surtout l'histoire-géographie, puisque vous l'enseignez. Vous êtes également adjointe au maire de Saint-Julien-Chapteuil, à la communication et à la culture. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une figure, quelque part, de votre commune, puisqu'il en porte le nom, Ponce de Chapteuil. Alors, ce fameux Ponce de Chapteuil, il était résistant au roi, seigneur, troubadour. Bref, il illustre très bien la période médiévale du XIIIe siècle, en tout cas ce qu'était un seigneur médiéval au début du XIIIe siècle en Haute-Loire. Tout d'abord, Florence, qui est cet homme, Ponce de Chapteuil, et d'où vient-il ? Alors, Ponce de Chapteuil, c'est le seigneur du Suc de Chapteuil, c'est-à-dire que c'est une famille féodale qui a un fief très étendu sur le Velay au début du XIIIe, mais ce fief, il était encore plus étendu au XIIe siècle. En fait, une fois que Charlemagne est mort, il a confié le royaume de France à ses fils, et dans les comtés, qui étaient des subdivisions administratives, il envoyait des comptes. Lorsque Charlemagne a perdu donc la vie, il a laissé son fils gouverner le royaume, mais ce fils, en fait, n'a pas du tout fait autorité. Et les comtes, petit à petit, se sont emparés, en fait, du territoire qu'ils avaient sous leur autorité. C'est-à-dire que, petit à petit, ils sont devenus des seigneurs riches. Ils ont construit des forteresses parce qu'il y a eu des attaques vikings ou des remontées mauresques, et ils sont devenus complètement indépendants des rois. Pour ce qui est des Chapteuil, on n'est pas sûr que les Chapteuil soient vraiment des descendants d'un comte franc que Charlemagne aurait positionné là où il y a aujourd'hui le village de Saint-Julien-Chapteuil. C'est peut-être une famille locale qui déjà avait beaucoup de possessions et qui en fait a chassé la famille comtale et qui a pris sa place. En tout cas, Ponce de Chapteuil, il est contemporain du roi Philippe Auguste, et à cette époque-là, son père et son grand-père n'avaient absolument rien à voir avec les rois capétiens installés à Paris depuis qu'Hugues Capet avait pris le pouvoir en 987. C'est-à-dire que Hugues Capet, il est roi, il va donner naissance à une longue dynastie royale, les Capétiens, mais cette dynastie royale, elle peine vraiment à se faire respecter, notamment en Auvergne et dans tout ce qu'on appelle l'Occitanie. C'est-à-dire qu'en France, on parlait la langue d'oïl dans le nord, et les Capétiens parlaient la langue d'oïl. Nous, on parlait l'occitan, la langue d'oc, des patois locaux, on va dire. Et en fait, le Languedoc, auquel appartient le Velay, historiquement parlant, de par la langue, la culture, refuse d'obéir en quelque sorte, refuse de se soumettre à ces rois du Nord qu'il ne voit jamais. Et donc, Ponce de Chapteuil, il a un domaine immense qui part du pied des Mézins, qui englobe le Mégale,
qui va jusqu'aux abords de l'Amblavèze, qui va jusqu'à Retournac, puisque le château d'Artias c'était un fief de Pons de Châteuil. Enfin, il est vraiment très riche sur le Velay. Son ennemi, bien sûr, c'est les Pons de Polignac, qui s'appelaient tous les deux Pons. Il y avait une autre famille comme ça qui était aussi très possessionnée, c'était les seigneurs de Rochebaron. Donc, Pons de Chapteuil, c'est un seigneur qui est rebelle à l'autorité des rois. Lui, s'y rend hommage, parce qu'il y avait quand même un système d'alliance et d'hommage, il se tourne vers des seigneurs plus puissants que lui, du sud. Il va plutôt hommager au comte de Toulouse, au duc d'Anjou et même au roi d'Aragon, hein, mais certainement pas aux Capétiens. Donc, cette situation fait de lui un rebelle qui est souvent en guerre donc, avec les autres seigneurs locaux. Et ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un personnage qui a un peu une triple casquette et qui est très représentatif, effectivement, des seigneurs possessionnés comme ça à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. C'est-à-dire qu'ils sont totalement libres, ils font des alliances, mais ils agissent vraiment comme des mini-rois dans leur terre. Voilà. Alors, Pons de Chapteuil, ce qu'il a d'original, c'est qu'il ne se limite pas en fait à vivre sur son fief du Velay. La première fois en fait qu'on entend parler de lui dans l'histoire, enfin qu'on trouve des sources sur lui, il vit à Vertaizon. Il a épousé Jarentonne de Vertaizon, qui est une cousine de la famille de la Tour du Pin, qui était une grosse lignée seigneuriale d'Auvergne. Il est proche aussi du comte d'Auvergne, Guy II à l'époque, d'une autre famille aussi qu'on appelait les Dauphins d'Auvergne. Donc il gravite quand même dans un monde qui est élevé, qui est riche, qui est possessionné et qui est occitan. Souvent, sur les actes qu'il signe avec sa femme Gérantonne, il a pour témoin Guy II d'Auvergne, mais ça peut être aussi des troubadours. Parfois, c'est Père Cardinal ou certains troubadours qui étaient présents dans la région de Rion ou de Billon. Voilà, donc il est à la fois un seigneur, à la fois un troubadour. Et il va finir par rencontrer par avoir des problèmes en fait avec le roi Philippe Auguste. C'est-à-dire que parmi les rois capétiens, il y en a un moment qui a dit ça suffit, hein, je suis roi de France et moi je vais obtenir l'hommage de tous les seigneurs du royaume. Donc c'est Philippe Auguste qui vit exactement au même moment que Pons de Chapteuil, qui va d'abord s'occuper des Plantagenets dans le nord, récupérer des terres qui étaient à eux lors de la bataille de Bouvines. Et ensuite, il va se tourner vers le sud. Et il est fermement décidé à conquérir avant tout l'Auvergne. Et Pons de Chapteuil n'aime pas du tout le roi. Enfin, en tout cas, il n'aime pas son autorité. Et pourquoi est-ce qu'il se rebelle autant contre le roi, Pons de Chapteuil ? Parce que pour lui, c'est un étranger. C'est pas un homme de l'Occitanie. Pour lui, il n'a pas à être roi de France. Et puis, Pons de Chapteuil rêvait, tout comme le comte de Toulouse ou le roi d'Aragon, d'avoir un royaume qui serait occitan. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je vois que la région d'Occitanie a pris ce nom, je trouve ça merveilleux parce que c'était ça leur idée, de faire un royaume occitan, uniquement occitan, qui déborderait un petit peu sur l'Espagne, voilà, et qui engloberait totalement l'Auvergne et d'autant plus le Velay. Voilà. Philippe Auguste, lui, il va attaquer par l'Auvergne parce qu'en fait, c'est un territoire qui normalement est aux Plantagenets. Mais ni Richard Cœur de Lion ni Jean Santerre ne s'en préoccupent. Donc ils sont d'autant plus libres, hein, Guy II d'Auvergne, Pons de Chapteuil, qui donc vit à Vertaizon plus qu'à Chapteuil quand il rentre en querelle avec Philippe Auguste. Et Philippe Auguste va finir par taper un poing sur la table et par lancer une expédition sur l'Auvergne. Alors, il ne vient pas personnellement, enfin ça on ne l'a pas trouvé à ce moment-là, mais il y a une première descente qui est faite et il envoie le duc de Dompierre avec beaucoup d'hommes pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en Auvergne et pourquoi il n'arrive pas à obtenir des hommages.
Et il se heurte pratiquement tout de suite à la résistance des féodaux, puisque le comte Guy II va demander à Pons de Chapteuil d'enfermer l'évêque de Clermont au château de Vertaizon et ensuite de le livrer. Alors, pourquoi l'évêque ? Parce que les évêques étaient nommés par les rois de France et qu'il y avait des liens étroits entre la royauté et l'Église qui se protégeaient mutuellement. C'est-à-dire qu'en fait, les rois capétiens, ils étaient sacrés. Et c'est en ça que Philippe Auguste dit « Mais nom d'un chien, je suis sacré roi, j'ai un pouvoir divin, donc je suis le premier des seigneurs, je dois obtenir l'hommage de tous. » Donc, en emprisonnant l'évêque de Clermont à Vertaizon et en le livrant aux seigneurs auvergnats de la Ligue auvergnate, Philippe Pons de Chapteuil commet l'irrémédiable. Et très rapidement, Philippe Auguste va délivrer un acte confisquant le fief de Vertaizon pour le donner à l'évêque de Clermont. Et par là même, il confisque aussi les terres de Guy II d'Auvergne et du dauphin d'Auvergne. C'est-à-dire qu'en gros, il dit vous êtes dépossédés, les terres vont venir à l'évêque. Sauf que l'évêque, il est toujours en prison. Ils sont exilés, donc, Pons de Chapteuil et... Alors, ce qui va se passer, c'est que Guy II et Dauphin, ils vont retourner leur veste, ils vont libérer l'évêque, ils vont hommager à Philippe Auguste, mais... donc ils obéissent quelque part à la volonté du roi. Voilà, pour essayer de conserver leur domaine qu'ils récupèrent. Pons de Chapteuil n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il est convoqué 3 fois, soit par le bailli du roi, une fois par Dompierre, une fois par l'évêque qui a recouvré son poste, et en fait, ils ne se rendent jamais à ces rendez-vous. Sa femme ira une seule fois, Jarentone, et elle dira que Pons de Chapteuil est auprès de son suzerain, c'est-à-dire le comte de Toulouse, parce qu'il a écrit une chanson, une canso, qui voulait lui faire entendre et qu'il n'a rien à faire à Vertaizon. Il est bien mieux en Occitanie. Enfin bon, elle parle très très mal. Et du coup, là, le château et la forteresse de Vertaizon sont prises avec l'aide du comte d'Auvergne. Et Pons de Chapteuil et sa femme Gérintone donc, se retrouvent dans la forteresse de Saint-Julien-Chapteuil. Voilà. D'accord. Mais en fait, il est tout le temps en déplacement. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il s'est déjà fait prendre la forteresse de Vertaizon. Et là, on pense que Guy de Dompierre l'a poursuivi jusqu'à Chapteuil. Et peut-être qu'on a la trace de Philippe Auguste, qui serait venu rencontrer le comte d'Auvergne pour recevoir son hommage. Et ainsi, Guy II a conservé, lui, son fief. En Haute-Loire ? Il serait venu, a priori, oui, jusqu'à la Haute-Loire. Donc Philippe Auguste serait potentiellement venu en Haute-Loire. Ouais. Sur les traces, parce qu'il voulait vraiment rencontrer Pons de Chapteuil, qui était outrageusement rebelle, quoi. Vraiment, hein. Il a résisté plus que Guy II, qui a signé un hommage de pure forme, hein, mais il a signé. Alors, ce qui va mettre un petit peu fin à ça, c'est la croisade contre les Abigeois. Ça va calmer un petit peu les choses. Et ça va détourner un petit peu l'attention du roi de Pons de Chapteuil. D'accord. Voilà. Vous disiez tout à l'heure qu'il était troubadour. Alors troubadour, déjà est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs ce que c'est qu'un troubadour ? Et est-ce que ça veut dire qu'il utilisait les arts pour passer des messages politiques d'indépendance ? Complètement, oui. Donc un troubadour, c'était en fait un poète qui chantait en musique et bien sûr en occitan. C'est pour ça que Pons de Chapteuil, il est farouchement opposé à l'arrivée de ces hordes du roi qui parlent la langue d'oïl, parce que lui, il écrit, il chante en occitan. Il aime cette langue. Alors, les troubadours, en fait, ils animaient souvent les soirées, les banquets. Ils chantaient beaucoup le fen amour, c'est-à-dire l'amour courtois. Ils écrivaient parfois des chansons pour des seigneurs qui avaient une dame de cœur, c'est-à-dire une femme qu'ils idolâtraient, qui était leur dame de cœur, mais l'amour était très chaste. Pons, lui, en tant que seigneur et donc en tant que troubadour, il était très très amoureux d'Azalaïs de Mercœur, qui était originaire d'Uzès. Il a été très malheureux quand elle est morte d'ailleurs, et il a fait des cansos de fen amour qui sont très très
très très belle pour Azalaïs de Mercœur, dont il était vraiment passionnément amoureux, sans qu'a priori il y ait eu quelque chose de physique entre eux. C'était vraiment ça l'amour courtois. Il a chanté aussi pour une certaine Béatrice. Là, on n'a pas réussi à savoir qui était cette Béatrice. Mais la plupart de ses chansons, en fait, sont des attaques directes contre le roi de France. Alors, c'est détourné, de manière détournée, mais il parle d'étrangers qui viennent dans le pays occitan. Il y a beaucoup de chansons aussi par lesquelles on pense qu'il protège les cathares et qu'il était un peu cathare. En fait, pas du tout. Dans ses chansons, il ne protège pas les cathares, mais il démolit complètement Simon de Montfort, qui est la main armée de Philippe Auguste dans la croisade contre les Abilgeois. Et lors de cette croisade, Simon de Montfort, il a fait tuer tous les seigneurs qui étaient passés à la religion cathare, c'était une hérésie, pour prendre leur fief et se l'approprier et ensuite rendre hommage au roi. Donc, quand on épluche vraiment les chansons de Ponce le Troubadour, il y a cette ambiguïté. On se dit, mais il tape tellement sur Simon de Montfort que, oula, est-ce qu'il n'a pas défendu les cathares ? Non, c'est un catholique, mais vraiment un fervent catholique. C'est pour ça qu'il a répondu à cette croisade pour les Abilgeois, parce qu'il y a un paradoxe. Il déteste Philippe Auguste. Innocent III, à un moment, va l'excommunier quand il va emprisonner l'évêque. Innocent III, le pape de l'époque. Ouais. Et quand Innocent III fait appel à Philippe Auguste pour anéantir les Albigeois, il y avait beaucoup de seigneurs qui avaient viré à l'hérésie, Ponce de Chapteuil part tout de suite en croisade, parce qu'il est foncièrement catholique, mais c'est pas pour obéir à Philippe Auguste, absolument pas. Et après, il se rend compte trop tard, comme Polignac ou tous les autres, qui se sont fait avoir parce que Simon de Montfort, en fait, a pris les terres du comte de Toulouse et de beaucoup de seigneurs qui étaient très possessionnés dans le sud. Donc, en fait, Philippe Auguste, il a, par cette croisade... croisade des Abilgeois. Ouais, il a fait, en fait, une prise en main et il a reçu l'hommage de nombreux seigneurs du sud. Certains, il a gardé leur fief, à d'autres, il a pu le rendre. Mais il devait lui rendre un hommage. Il a réussi à conquérir l'Occitanie grâce à cette croisade contre les Albigeois. Quel est le dénouement pour Ponce de Chapteuil ? Qu'est-ce qu'il advient de cet homme ? Est-ce qu'il arrive à dominer la région du Velay ? Oui, il reste très présent. Après la croisade des Albigeois, il revient. Alors, il continue de tourner de cours en cours parce qu'il est vraiment troubadour et il a la bougeotte. On le voit un peu partout, on trouve de ses chansons un peu partout. Il est très proche de Père Cardinal. Il gravite dans un monde de troubadours, ça c'est certain. Mais les hivers, tout ça, on sait que, par exemple, il séjournait pas forcément dans la forteresse de Chapteuil qui était très froide, mais il avait une maison fortifiée à Montuscla. Donc, il a encore son domaine. Qui est très très vaste, parce que quand il va être obligé de rendre hommage à l'évêque du Puy, là aussi il va y avoir une querelle en fait royale par rapport à ça. En fait, il y a à la fin de la croisade contre les Albigeois, l'évêque du Puy était un Chalencon, la seigneur de Chalencon, très connu aussi dans le Velay, très possessionné, et il va être remplacé par un Roche-Baron, voilà. Et cet évêque de Roche-Baron correspond très bien à Ponce de Chapteuil, au Polignac et tout ça, parce que c'est un Occitan. Sauf que Philippe Auguste va dire non, il va démettre de ses fonctions Roche-Baron, et il va mettre sur le siège de l'évêché du Puy Robert de Mehun, qui est un seigneur du Nord, qui est un cousin de Philippe Auguste. Donc bien sûr, il va se former une ligue en Velay, c'est Ponce de Chapteuil qui va en prendre la tête, pour essayer de faire partir Robert de Mehun. Ils ne le veulent pas. Et il finira par être assassiné par un vassal de Ponce de Chapteuil dans la plaine de Saint-Germain-la-Prade. Donc là, c'est carrément un acte criminel dans lequel est impliqué Ponce de Chapteuil, ça c'est clair. Donc excommunication. Le chapitre choisit immédiatement un autre évêque qui est à nouveau issu de la famille des Chalencon. Donc on pense que les choses vont se calmer. Sauf que Philippe Auguste n'accepte absolument pas le meurtre de Robert de Mehun. Et dans un parchemin qu'on a, il donne
tout le fief de Ponce de Chapteuil à l'évêché du Puy. Alors bien sûr, Ponce de Chapteuil ne signe pas, il ne se passe rien en fait, il reste sur ses terres et puis il décide de partir en croisade en 1220. On perd sa trace, on ne sait pas s'il est arrivé à destination. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sa forteresse n'a pas été prise. Ses 6 enfants en fait vont faire des mariages. Son fils aîné va rester dans le fief de Chapteuil, mais il va être très maladroit. Il était un peu cinglé, hein, voilà. Il va aller jusqu'à tuer un de ses serfs, puisqu'ils avaient encore des paysans qui étaient des serfs, hein, les Chapteuil, c'est pour vous dire, qui s'étaient réfugiés dans la cathédrale du Puy. Donc ça, c'est un grave outrage. Et là, l'évêque du Puy dit très bien. Eh bien, je vais faire appliquer la sentence du roi Philippe Auguste. Et là, il confisque le fief de Chapteuil. Et les héritiers des Chapteuil, il n'y en a pas en fait, parce que ce fils-là n'a pas d'enfant. C'est les filles qui en auront. Et donc, aujourd'hui, la famille de Chapteuil ne survit qu'à travers une famille qui s'appelle les seigneurs de Bonneville et qui ont un château près de Triadour, là. Donc une figure assez rebelle de l'époque, Ponce de Chapteuil. Un peu moderne, figure peut-être un peu moderne, non ? Oui, il est surtout, comment dire, on sent une personnalité très forte, vraiment implacable, et à la fois complètement tiraillé. Il est tiraillé parce qu'on sent que c'est un passionné par rapport aux femmes, ça c'est sûr. Dans ses chansons, on sent qu'il est passionné par sa culture, par la langue, par l'Occitanie. On sent que vraiment, c'est un homme du Sud, mais il est aussi un fervent catholique. Moi, je le sens comme quelqu'un de tiraillé. Mais je pense que quand même, s'il part en croisade, c'est pour essayer de laver son excommunication et c'est pour essayer de se racheter. Parce qu'on pensait ça quand même à l'époque. Hein. Tu pars en croisade, tu vas au paradis. Voilà. Et il est parti en croisade et il n'en est jamais revenu, ça c'est certain. Donc il a disparu en fait. Oui, il a disparu, on ne trouve plus sa trace. On a son bouclier avec donc ses armoiries. Hein. C'est un lion d'or sur un fond bleu d'azur. Et ce bouclier, il est au musée de Versailles. J'ai jamais pu le voir personnellement parce qu'il est toujours fermé. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il y a ces armoiries qui sont à Versailles. Certainement un autre seigneur qui a dû les ramener. Il est pas revenu en Haute-Loire ou alors on n'a pas retrouvé sa trace. Mais quand il part en Terre Sainte, il a près de 40 ans. À mon avis, il est resté. Voilà. De maladie ou mort en combat. Ouais. Ou de fatigue, voilà. Les historiens s'accordent à peu près là-dessus. Hein. Il n'est pas réapparu. Merci Florence pour cette émission portrait, ce focus sur ce personnage assez rebelle, altigérien de Haute-Loire. Ponce de Chapteuil, figure médiévale, seigneuriale du XIIIe siècle. Merci Florence Roche. Merci à vous. Merci à vous chers auditeurs, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique Altistoria. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.